Bonjour à toutes et à tous. Alors, certaines professions nécessitaient plus qu'un apprentissage des opérations de calcul et des styles d'écriture grecs, comme on l'a vu dans les cours précédents. Il fallait aussi apprendre à maîtriser de nouvelles langues et, évidemment, les écritures qui vont avec. Le monde de l'Antiquité tardive, vous le savez, est foncièrement multilingue. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de consacrer plusieurs cours à ce sujet au tout début, dans les années 2015-2016. L'Empire romain couvre des régions naturellement latinophones, l'Ouest, et d'autres hellénophones depuis la conquête gréco-macédonienne, l'Orient. Les provinces du domaine oriental sont elles-mêmes habitées par des populations qui ont gardé leur propre langue. Pour prendre le cas de l'Égypte, nous avons affaire à une province dont la langue officielle est le grec depuis les Ptolémées, depuis la dynastie des Lagides, tout en ayant une population majoritairement égyptophone, écrivant désormais le copte, cet égyptien qui s'écrit avec des lettres grecques, plus quelques signes supplémentaires. Province qui fait partie d'un empire qui arbore le latin comme la langue de tradition, la patria lingua. Les vicissitudes de l'histoire feront passer cette province de l'Égypte sous domination arabo-musulmane en 641-642, ce qui introduira une nouvelle langue, l'arabe. Les professionnels de l'écrit ont donc dû s'adapter à cette situation. Les fonctionnaires grecs ont, dans certaines conditions, appris le latin, les notaires égyptiens, le grec, les agents du nouvel État arabe, le grec, grec qui a persisté pendant quelques décennies à être la langue de l'administration. En bref, ces personnes ont été placées dans la situation d'apprendre une seconde langue vivante, selon des méthodes qui non seulement ne sont pas celles, évidemment, de l'apprentissage de leur langue maternelle, mais qui s'avèrent quelque peu différentes des méthodes en vigueur dans les classes du grammatiste ou du grammairien, du fait même de l'âge, évidemment, de ces étudiants. Alors, je voudrais aborder avec vous le cas du latin. J'ai rappelé dans les premiers cours de cette année la place de plus en plus forte du latin dans l'administration et dans le domaine du droit à partir de l'empereur Dioclétien. Si l'Égypte était devenue, après la bataille d'Actium, une province de l'Empire romain, le latin n'y avait pas joué un grand rôle sous le Haut-Empire comme dans les autres provinces de l'Empire d'Orient, résultant des anciennes conquêtes d'Alexandre. Les Romains, effectivement, n'avaient pas cherché à imposer le latin comme langue officielle aux dépens du grec. Au nom d'un pragmatisme bien romain, ils n'ont pas voulu rompre avec la situation linguistique antérieure, mais utilisant les structures déjà existantes, ils ont accepté que l'administration continue à employer le grec. Aussi, quoique représentant de l'empereur, le préfet d'Égypte n'utilisait-il presque jamais, en fait, le latin, sauf dans des situations qui relèvent de la symbolique du pouvoir, comme dans les inscriptions, notamment celles gravées par ou laissées par les hauts fonctionnaires, les préfets, sur les colosses de même nom. Le préfet, effectivement, écrivait ses lettres administratives presque toujours en grec, et dans les audiences judiciaires qui illustrent un des rôles majeurs du préfet, qui est juge, eh bien, le latin ne se rencontre jamais ou presque. Il se circonscrit durant le Haut-Empire à 3 types de textes relevant de domaines bien limités. Il s'agit des textes émanant du pouvoir impérial, beaucoup plus nombreux les documents latins émanant de l'armée, comme ce diplôme militaire que vous avez à l'écran et qui a été trouvé en Égypte, à Arsinoé, qui date de 79, ou bien
donc des documents latins émanant de l'armée ou qui concernent des militaires. Et troisième catégorie, eh bien, les actes liés à la citoyenneté romaine, et notamment les testaments qui, par tradition, s'écrivent en latin, et notamment sur le support romain par excellence, qui est la tablette cirée. Alors cette situation s'est trouvée contrecarrée par la politique du dernier empereur du IIIe siècle, Dioclétien, 284-305. Les réformes de cet empereur, poursuivies par la politique de Constantin, ont entraîné, en même temps qu'une romanisation au niveau institutionnel, ont entraîné une latinisation de la haute administration des provinces orientales. Le recrutement de fonctionnaires capables de faire tourner la machine bureaucratique que ces empereurs mettent en place implique, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler au début de cette année, une formation technique, voire linguistique, que l'État favorise avec la création de chaires de latin et de droit. Alors, il suffit de lire la loi par laquelle Théodose II, en 425, crée à Constantinople l'auditorium de la capitale, l'auditorium du Capitole, excusez-moi, un centre d'études fixant les disciplines et la langue dans lesquelles elles sont enseignées et le nombre des professeurs qui les enseigneront. Alors, vous voyez, le latin et le droit, ils occupent désormais une place éminente et sanctuarisée, comme on dirait aujourd'hui. Je vous lis la loi, ou une partie de cette loi. C'est pourquoi notre auditorium comptera en particulier 3 orateurs, oratores, c'est le niveau supérieur qui enseigne la rhétorique, 10 grammairiens, c'est le niveau juste avant, d'abord parmi les professeurs qui se distinguent par leur science de l'art oratoire romain. Parmi les professeurs reconnus pour leur éloquence en grec, il y aura 5 sophistes. Et là, vous voyez que sophistes est l'équivalent et le synonyme d'oratores, mais là, comme il s'agit d'éloquence grecque, on utilise le mot grec, sophistes, et non pas orator, le mot latin. Donc il y aura 5 sophistes, sophistae, et 10 grammairiens. Comme nous souhaitons que notre glorieuse jeunesse ne soit pas seulement instruite dans ces arts, nous voulons qu'aux autres professeurs soit associé un professeur qui étudie les arcanes de la philosophie, 2 professeurs qui exposent les formules du droit et des lois. Alors, cette décision, cette loi, répond à la fois aux besoins de l'État qui souhaite recruter des agents de bon niveau, maîtrisant la science du droit, et à ceux aussi des étudiants qui, attirés par des carrières lucratives de fonctionnaires ou d'avocats, recherchent les meilleures formations possibles. La jeunesse, en tout cas la jeunesse aisée, s'oriente alors vers l'Italie pour apprendre le latin. Et Libanios, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, Libanios s'en plaint à maintes reprises. Il raconte dans son autobiographie comment il a dû faire face à l'engouement intéressé pour le latin des jeunes qui se détournaient de son enseignement. Un texte parmi d'autres, j'aurais pu en choisir une centaine. Un malheur, nous dit-il, ce fut la secousse qui ébranla mon art. On fuyait la langue des Hellènes et on s'embarquait pour l'Italie afin d'y apprendre à parler comme ces gens-là. Cette éloquence devenait plus puissante que notre éloquence, elle procurait de la puissance et de l'argent, tandis que la nôtre n'offrait rien d'autre qu'elle-même. Et on retrouve ce thème de l'éloquence grecque et de la paideia grecque qui est désintéressée face à l'enseignement latin qui inculque des disciplines qui permettront de s'enrichir. Il dit plus loin, nos lettres grecques ont aujourd'hui, plus encore qu'auparavant, perdu du terrain par rapport aux autres. Évidemment, il faut comprendre le latin, si bien que je redoute leur complète disparition par la faute de la loi, donc du droit. Cela vient de la considération et le pouvoir vont
cela vient que la considération et le pouvoir vont à ceux qui connaissent la langue de l'Italie. Alors, l'allusion au droit, à la loi nomos, dans ce texte, stigmatise évidemment les étudiants qui désormais vont en masse en Italie ou bien à Beyrouth, Beyrouthos, poursuivre les cours que dispense sa célèbre école de droit. Vous savez que Beyrouth était vraiment à cette époque le centre des études juridiques. Alors l'Égypte, malgré tout, n'est pas en reste. Le latin est une des matières enseignées avec succès à Alexandrie. Zacharie, le scolastique, nous dit dans sa Vie de Sévère, un texte tout à fait intéressant sur l'ambiance estudiantine alexandrine dans l'Antiquité tardive, texte malheureusement qui ne nous est parvenu qu'en version syriaque, nous n'avons pas l'original grec. Eh bien, Zacharie, dans ce texte, nous dit que Sévère, le futur patriarche d'Antioche, une des grandes voix du monophysisme, et ses deux frères, originaires de Pisidie, furent envoyés par leur mère à Alexandrie pour, je le cite, étudier la grammaire, la grammatiquée, la rhétorique, la rhétoriquée, en tant grecque que latine. Et le mot qui est utilisé en syriaque montre que l'original devait avoir Romaios, la romaine. Marinos, dans sa vie de Proclos, ou Proclus, au chapitre 8, nous dit que Proclos vint à Alexandrie pour suivre aussi des cours dans les écoles romaïques, les écoles latines. L'importance d'Alexandrie dans cette matière est illustrée par exemple par le cas d'Urbanus, qui fait ses études à Alexandrie et qui, au moment où Zacharie écrit sa Vie de Sévère, est professeur de grammaire latine à Constantinople. Alors, eu égard aux fortes collusions entre latin et droit, eh bien, on voit venir à Alexandrie des étudiants qui reçoivent un enseignement juridique, parfois avant de poursuivre à Beyrouthos, à Beyrouth. Certains d'entre eux combinent même des études dans le domaine traditionnel de la rhétorique grecque, ainsi que dans le droit. C'est le cas de Sévérianos de Gaza, qui, nous dit Damasus dans sa Vie d'Hésidore, suit un enseignement en poésie et en rhétorique à Alexandrie, ainsi qu'en droit romain. Mais pour les moins fortunés, c'est-à-dire ceux-là même qui ne pouvaient pas se payer le luxe d'aller faire des études à Alexandrie ou dans une autre province de l'Empire romain, eh bien, la Chora égyptienne, le territoire, la province égyptienne, offrait des possibilités en matière d'enseignement du latin. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire de la documentation papyrologique en latin, qui acquiert à partir du IVe siècle des spécificités très, très différentes de ce qu'elle fut durant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. Ce sont principalement les papyrus littéraires latins trouvés en Égypte qui nous donnent la clé de ces nouvelles tendances qui ne manquent pas de toucher aussi l'Égypte. Comme vous le voyez sur ce graphique, le IVe et le Ve siècle voient une véritable explosion du nombre de papyrus littéraires latins, précisément à une époque où le nombre des papyrus littéraires grecs baisse puis s'effondre. Vous savez que si vous regardez la courbe, j'aurais dû la mettre, la courbe des papyrus littéraires grecs, vous avez au IIe, IIIe siècle un pic et ensuite ça baisse. Et bien là, c'est le contraire avec les papyrus littéraires latins. Alors, ce graphique, vous voyez, est intéressant en ce qu'il nous montre 2 phénomènes. Le premier, c'est la part importante des ouvrages juridiques que j'ai signalés en rouge, la part importante des ouvrages juridiques qui s'amorcent au IIIe siècle et qui culminent au IVe, VIe siècle. Alors, on pourrait, parmi ces ouvrages juridiques, qu'y a-t-il ? On pourrait citer par exemple Ulpien, on a 6 témoins entre le IVe et le VIe siècle, le Codex
théodosien, 3 témoins papyrologiques qui vont du 5e au 6e siècle, le codex justinien, 4 témoins du 6e, etc., etc. Cette courbe ascendante, eh bien, elle est le résultat direct de la politique amorcée par Dioclétien et ses successeurs qui ont créé toutes les conditions pour un développement des études juridiques d'expression latine en même temps qu'à Constantinople, les empereurs, vous le savez, font rassembler les anciennes lois, en rédigent de nouvelles et codifient l'ensemble, d'où la présence dans nos papyrus d'exemplaires du codex théodosien et du codex justinien, par exemple. Les personnes souhaitant recevoir une formation en droit, même superficielle, ou les professeurs à même de la dispenser, eh bien, devaient avoir recours à cette documentation, à ces livres, ce qui explique le nombre croissant de copies, notamment durant les 4e, 6e siècles, période encadrée d'un côté par Dioclétien, promoteur de la langue et du droit latin, et de l'autre, Justinien, dont on connaît la grande activité en matière de législation et de constitution de corpora juridiques. Alors ce graphique est intéressant pour une deuxième raison. Il nous montre aussi une proportion importante de textes non juridiques que j'ai signalés sous la rubrique « Autres ». Eux aussi bien plus nombreux que sous le Haut Empire. La romanisation de l'administration provinciale a entraîné l'émergence, à partir de Dioclétien, d'une nouvelle classe de fonctionnaires et des juristes. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, les scholastiki, ou en grec scholastikoi, qui se devaient d'acquérir une connaissance même rudimentaire du latin et du droit romain d'expression fondamentalement latine. Alors pour ce faire, eh bien, de nouveaux outils pédagogiques ont été élaborés. Des glossaires, des manuels, des exemplaires des bons auteurs susceptibles d'inculquer la connaissance du latin. Bref, tout un dispositif qui est destiné à des Grecs ou des hellénophones. Et cet apprentissage a laissé aussi des traces sous la forme de textes qu'on appelle improprement scolaires et qui sont le pendant pédagogique en fait des papyrus de nature juridique. Alors, j'aimerais m'intéresser à ce matériel pédagogique. Il est assez différent de celui que l'on trouve du côté grec, car il ne s'adresse pas à des élèves de l'école primaire ou secondaire, mais à des étudiants ou des adultes grecs ou coptes hellénisés, désireux de se familiariser avec une langue qui leur donnera accès à des filières professionnelles où la connaissance du latin est nécessaire, sinon obligatoire. Alors ce matériel pédagogique nous permet de suivre en fait, les différentes étapes de la formation dispensée en latin. Vous avez ici à l'écran quelques ouvrages, il y en aurait beaucoup d'autres à citer, mais quelques ouvrages essentiels ou quelques articles essentiels sur l'apprentissage du latin tel qu'on peut le suivre à travers les papyrus d'Égypte. Alors je vous ai dit diverses étapes. Alors la première consiste à maîtriser l'écriture latine avec son alphabet. L'étudiant apprend tout d'abord l'alphabet à la fois pour se familiariser avec la forme des lettres, mais aussi leur valeur. Aussi, les alphabets latins qui nous sont parvenus comportent-ils tantôt l'équivalence de chacune des lettres en grec. Voilà un exemple avec ce papyrus d'Oxyrhynchos qui date du 5e, 6e siècle, où vous voyez que vous avez ici l'alphabet latin, et au-dessus, donc voilà la ligne, et au-dessus, vous avez l'équivalence, donc E, epsilon, F, phi, gamma, enfin G, gamma,
etc. Et vous remarquerez une chose qui peut vous paraître peut-être bizarre, c'est que le H latin est rendu par un état. Du fait de leur similarité formelle. Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur, mais c'est une erreur que l'on retrouvera plus tard et qui est systématiquement commise par les notaires égyptiens, j'y reviendrai, au point qu'en fait, plutôt que de parler d'une erreur, il vaudrait mieux parler d'une convention qui a été mise en place à cette époque, une équivalence conventionnelle entre le H latin et le eta grec. Donc, vous voyez, des alphabets avec leur équivalence en lettres alphabet latin avec l'équivalence avec l'alphabet grec, mais vous pouvez aussi avoir l'alphabet latin avec le nom des lettres latines translittérées en grec, c'est-à-dire écrit en lettres grecques. C'est le cas de ce papyrus qui a été trouvé en Tinopolis, où vous voyez donc ici l'alphabet latin, les grosses lettres, et au-dessus, vous avez le nom des lettres latines écrit en grec. Donc vous voyez A, B, C, D, E, F, c'est Iphé, G, I, K, L, c'est Ilé, M, c'est Imé, N, c'est Iné, etc. Le Q, c'est Q. Et alors, vous remarquerez que cette fois-ci, l'erreur, entre guillemets, commise par le précédent papyrus n'est pas ici commise, puisque le H n'est pas rendu par E, mais par dacia. Dacia, c'est un mot grec qui veut dire aspiration. Et là, effectivement, pour rendre le H, on a utilisé le terme dacia, qui correspond à l'esprit rude en grec. Alors, il peut arriver aussi qu'on parte non pas de l'alphabet latin, mais de l'alphabet grec, comme c'est le cas ici, l'alphabet grec, en donnant l'équivalence avec des lettres latines. Donc c'est un ostracone qui vient du Der el-Roumi, difficile à dater, mais c'est probablement pas avant le 3e, 4e siècle. Et donc vous voyez que on a l'alphabet latin ici n'est pas ordonné selon l'ordre des lettres en latin, mais des lettres en grec, puisqu'en fait c'est l'alphabet grec qui sert ici de référence. Alors si on se réfère à l'enseignement du grec tel que nous pouvons l'appréhender à travers les papyrus scolaires, je vous renvoie à mon cours d'il y a 3 ans, eh bien, on devrait avoir au niveau suivant des syllabaires et des listes de mots classés par nombre de syllabes. Or, la documentation papyrologique n'a pas transmis ce genre d'exercice en latin. Ce n'est pas étonnant, en fait, si vous y réfléchissez. Nos étudiants n'apprennent pas une LV1, comme on dirait aujourd'hui, mais une LV2, une langue vivante 2, ce qui les dispense d'une série d'étapes nécessaires quand on s'adresse à des enfants auxquels on doit inculquer la maîtrise la plus naturelle possible de la prononciation de leur langue, mais évidemment superflu pour des personnes qui apprennent une seconde langue, personnes qui ont déjà acquis un certain nombre de réflexes linguistiques et qui visent d'ailleurs moins la pratique orale que la pratique écrite. On saute donc directement à l'apprentissage de la grammaire et évidemment à l'apprentissage du vocabulaire. Alors la maîtrise du vocabulaire s'acquiert peut s'acquérir à travers des listes alphabétiques, comme celle que vous avez ici, livrée par un papyrus d'Oxyrhynchos, qui date du 4e, 5e siècle. Vous voyez que tous les mots sont classés, H, là on est dans la série des H, etc. Bon. Vous pouvez, en plus de ces listes alphabétiques, on a aussi et surtout, dirais-je, des glossaires
dont le matériau est classé par champs lexicaux et où les entrées sont pourvues d'une traduction tantôt en latin, écrit en lettres latines, tantôt en latin, translittéré en lettres grecques. La translittération, en fait, était utilisée dans un premier temps quand on n'était pas encore assez à l'aise avec l'écriture et avec l'écriture de la langue que l'on apprenait. C'est un petit peu comme dans ces guides de voyage, quand vous partez dans un pays qui n'utilise pas justement l'alphabet latin, bien vous avez à la fin toujours des listes de mots ou de phrases toutes faites qui ne sont évidemment jamais écrites dans cet alphabet non latin, mais qui sont translittérées en lettres latines. Eh bien, on a exactement le même phénomène ici. Alors, quelques exemples de ces glossaires classés thématiquement. Par exemple, ce papyrus du 4e, 5e siècle. La partie que nous avons concerne les caractères humains. Par exemple, ici, vous voyez drastikos, efficace, bradus, lent, etc. Sacrilège, suspect. Bon. Et cet autre exemple qui nous donne, en fait, on a un titre, il s'agit d'une série de mots qui concernent des marchandises ou des produits. Donc vous voyez différents types, la myrrhe, les épices, la lin, etc., etc., le soufre, la poix, le bitume, tout ça est donc en latin ici, avec le mot grec qui est avec le latin est translittéré en lettres grecques, et ici on a l'original grec. On a aussi dans ce même glossaire toute une série de mots concernant l'armée, de militibus, nous dit le texte. Alors, ces listes sont à rapprocher des sections thématiques qui sont incluses dans ce qu'on appelle les herménomata, transmis par la tradition médiévale, qui sont des manuels pratiques élaborés durant le Haut et le Bas Empire, qui permettaient à des sujets de l'Empire amenés à se déplacer, de se débrouiller en latin s'ils étaient hellénophones, ou en grec s'ils étaient latinophones. En fait, ce sont des recueils qui sont adaptables, disons, aux deux situations. Alors, outre les listes thématiques, ces recueils comportent aussi des phrases d'exemple, souvent sous la forme de dialogues, qu'on appelle des colloquia. Et je vous renvoie à la magistrale publication qu'en a faite Éléonore Dickey, les deux volumes des colloquia des Herménomata pseudo-dositeana. Ces dialogues, en fait, sont donnés en grec et en latin et couvrent apparemment tous les aspects de la vie quotidienne. Les papyrus ont aussi livré un exemple de tel recueil de phrases qui permettait d'apprendre le vocabulaire dans un contexte syntaxique. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une série de mots présentés de façon paratactique, mais de mots qui sont combinés et qui forment des phrases toutes faites. Alors, le papyrus en question est un papyrus qui a été trouvé à Hermopolis et qui date du IVe siècle. Il donne des phrases mêlées de listes de mots relatives aux animaux de monte et aux fonctionnaires. Alors, voilà un exemple, c'est le recto sous vos yeux. Alors, je traduis, ton maître, le praepositus, est parti et apporte des vêtements de rechange. Le maître de bain est là, ton âne est tombé. Alors, évidemment, c'est un petit peu hétérogène tout cela, mais ce sont des phrases, vous voyez, toutes faites, qui correspondent à des situations données. Ton âne est tombé, mon cheval est bon, le tien est mauvais. Sortons, concluons un accord, monte. Et à la fin, vous avez une série de mots qui correspondent aux parties du corps humain, la tête, les côtés, le dos, l'ensemble du corps, les épaules. Bon.
Et voilà ce qu'il y a au verso. Préfet, curateur, agent, magistrienus, empereur, duc, commandant, comptable, édile, scribe, autorité. Donc, série de mots. Et après, on a des phrases toutes faites. Où cours-tu? Il nous a offert un spectacle. Et malheureusement, le papyrus s'arrête là. Bon. Alors, on a aussi un papyrus extrêmement intéressant, qui est un livre de conversation latin, grec et copte. Alors ça, c'est rarissime. En règle générale, c'est toujours latin-grec ou grec-latin, mais là, en plus, on rajoute le copte. Et n'oubliez pas qu'on est en Égypte et que la population, majoritairement, est égyptophone. Alors, je vous traduis quelques-unes de ces phrases dans l'ordre. Alors là, c'est un dialogue entre un hôte et ses invités. Alors l'hôte dit si tout le monde a bu, essuyez la table. Alors il s'adresse à ses serviteurs, essuyez la table, placez parmi nous les chandeliers et allumez les torches, donnez-nous de la lumière, donnez-nous des friandises et de l'onguent. Alors les invités répondent ils se parlent entre eux. Dites tous, bravo, vous nous avez régalés avec générosité et faste, comme il vous sied. L'autre répond, souhaitez-vous passer la nuit ici, car il est tard? Et les invités répondent, nous vous en sommes également reconnaissants. L'hôte dit, faites comme bon vous semble, j'ai accompli mon devoir. On voit qu'il a plutôt envie que les invités s'en aillent, mais j'ai accompli mon devoir. Les hôtes répondent aux serviteurs, l'hôte s'adresse aux serviteurs, allumez les lampes et reconduisez-les chez eux, vous tous. Bon. Donc vous voyez, ces colloquia des Herménomata livrent une multitude de phrases ou de dialogues, quelquefois aussi mêlés de listes de mots, un peu comme dans le papyrus d'Hermopolis que je vous ai montré précédemment, qui permettent d'acquérir le vocabulaire de base dans toutes les situations offertes par la vie quotidienne. Et j'aimerais justement vous montrer un exemple de ces colloquia des Herménomata avec ceux livrés par un manuscrit qui se trouve pas si loin que ça, puisqu'il est à Montpellier. Alors voilà, alors c'est une copie évidemment médiévale, mais ça remonte évidemment à des textes, à des versions beaucoup plus anciennes. Et voilà, parmi les situations qu'illustrent ces colloquia, bien, il y en a une, par exemple, on se trouve au bain. Donc au bain, donne-moi un strigile, frotte-moi avec, donne-moi les serviettes, sèche-moi, que quelqu'un m'aide à me chausser, donne-moi mes galoches. Alors le terme qui est utilisé en latin, c'est gallicas. Gallicas, c'est les chaussures gauloises, les galoches. Qu'on m'habille, mets tes vêtements d'extérieur, donne-moi une serviette pour le visage, etc. Bon. Autre situation, au tribunal. Au tribunal, ce type de dialogue est d'autant plus utile que le latin est la langue du droit, justement. Alors, le juge est arrivé, l'affaire est close, nous avons gagné. Ainsi, donc, c'est quelqu'un qui vient de gagner son procès, qui rencontre un ami. Ainsi, puisque la bonne fortune t'a conduit ici à mon procès, nous pouvons déjeuner ensemble aujourd'hui. Viens, s'il te plaît. Et ça continue. Autre situation plus amusante ou plus inconfortable, quand on se retrouve nez à nez avec un débiteur. Ça peut arriver. Dans la rue, on tombe sur un débiteur. « Oh, rien ne pouvait mieux tomber. Je te cherchais justement sur le forum aujourd'hui. C'est à toi que je m'adresse, maître de maison. » Alors, le terme qui rend maître de maison, oiko despota, correspond à pater familias, cette expression latine archaïque et traditionnelle. Ne puis-je toujours pas récupérer l'argent que tu me dois ? L'autre lui répond « Je te la donnerai demain. »« Ah, tu te moques de moi. Je t'assure que non. » Et ça continue comme ça. Voilà. Voilà un petit exemple, ou trois petits exemples tirés de ces colloquia. Alors, l'acquisition du vocabulaire devait se faire en parallèle avec l'assimilation de la grammaire. Si l'hellénophone n'était pas complètement dépaysé face à une langue qui, comme la sienne, comportait des déclinaisons et des conjugaisons selon des catégories qui sont assez proches, il devait néanmoins apprendre ces conjugaisons et ces déclinaisons par cœur. Pour cela, il avait à sa disposition justement des tables
de déclinaisons, hein, comme ce parchemin du 5e, 6e siècle. Vous voyez, là, c'est la déclinaison de Iusio, qui est traduit qui correspond au grec kélosis, et vous voyez génitif, datif, accusatif. C'est intéressant parce que vous voyez que les cas ne sont pas placés dans le même ordre qu'aujourd'hui. Hein. Bon. Vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme le latin n'a pas d'article, eh bien, on a remplacé l'article par le démonstratif. Donc, table de déclinaison, mais aussi, pour les verbes, table de conjugaison, comme ce papyrus, qui donne des conjugaisons de verbes classées selon l'initiale en grec et conjuguées aux 3 personnes du singulier à l'indicatif présent actif. Et vous voyez que, en fait, le latin est translittéré. Hein, ungis, ungo, salutat, salutas, saluto, regat, regnat, hein, regnas, rigno, etc. Donc là encore, vous voyez que l'ordre n'est pas le même, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a translittéré en grec les mots latins. Autre exemple d'un papyrus où cette fois-ci le latin n'est pas translittéré mais laissé en latin. Il s'agit d'un papyrus du 3e, 4e siècle et c'est une table de conjugaison qui se trouve au dos d'une lettre privée. Et les conjugaisons de verbes les verbes sont classés selon l'initiale du grec, hein, vous voyez, rho, sigma, l'initiale du grec, et les verbes sont conjugués aux 3 personnes du singulier, à l'indicatif présent actif, et cette fois-ci avec une traduction en latin. Alors les manuscrits ont transmis, les manuscrits médiévaux ont transmis des grammaires encore plus complètes, encore plus systématiques, qui permettent d'avoir une idée plus précise des outils dont disposaient les hellénophones pour apprendre à fond le latin. Une de ces grammaires les plus célèbres, c'est celle de Dosithée, IVe siècle de notre ère, qui, contrairement aux autres grammaires latines, est accompagnée d'une traduction grecque. Alors, Dosithée ne cherche pas à produire une grammaire bilingue. En fait, le grec n'est là que pour aider les hellénophones. Aussi, cette traduction en grec se réduit-elle au fur et à mesure qu'on avance dans la grammaire, l'auteur considérant que l'élève peut s'en passer progressivement dès lors qu'il a assimilé les premières sections. Alors, je voudrais vous montrer un échantillon de cette grammaire avec le chapitre 18. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus théorique en fait que ce qu'on a avec les exemples que je vous ai montrés, les tables de conjugaison ou de déclinaison. Donc, il existe 6 cas, le nominatif, le génitif, le datif, l'accusatif, le vocatif et l'ablatif. Certaines personnes plus rigoureuses ajoutent également un 7e cas. L'ablatif est toujours utilisé d'une seule manière lorsqu'il indique que quelque chose provient d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, comme dans, et alors il donne des exemples, ab aenea, stirpem, deducit Romulus, ab urbe in Africam redit, etc. Mais le 7e cas s'utilise de 4 manières. Premièrement, lorsqu'il est compris comme étant dans une personne, un lieu ou une chose, ce qu'on appelle le locatif, comme dans Scipione militaris virtus enituit, etc., etc. Vous avez d'autres cas qui sont donnés. Et une telle construction se traduit par le datif, et là, il donne des exemples en grec. Ento Scepioni, ento Caucaso, dans le Caucase, ento Adrianti, dans la statue. Et il continue, cette règle s'applique même au nom de la 2e déclinaison, dont l'ablatif et le datif sont identiques, ainsi qu'au nom de la 3e déclinaison, dont l'ablatif et le datif sont également identiques, comme dans ab ac securi, ab hoc suavi, etc., etc. Alors,
en même temps qu'il ingurgitait des listes de mots, des règles de grammaire, eh bien l'étudiant, en tout cas arrivé à un certain niveau, devait se frotter aux textes eux-mêmes. Alors il pouvait commencer par des textes faciles et familiers, comme les fables grecques qu'il avait étudiées à l'école lorsqu'il s'est initié aux progymnasmata, aux exercices préparatoires à la rhétorique. Un des progymnasmata, c'est justement la fable. C'est le cas des fables des deux fabulistes les plus connus, Ésope et Babrios. Donc, il s'initiait au latin avec des fables grecques traduites en latin de façon littérale, et je dois dire, quand on regarde ces traductions, non sans erreur. Et vous avez deux exemples, je vais vous en donner que deux. Ésope, avec ce papyrus du IVe siècle, a été trouvé à Arsinoé. Donc vous voyez, la fable ici est en grec, et vous avez, alors malheureusement ici le papyrus a perdu la version latine, mais là on doit voir quelque part la fin de la partie latine. Voilà. Et pour Babrius, voilà le cas d'un papyrus Amherst du IIIe, IVe siècle, où là, cette fois-ci, les textes se suivent. La traduction vient en premier, donc la traduction latine vient en premier, et elle est suivie du texte original grec. Mais notre étudiant ne pouvait pas s'en tenir à des traductions d'auteurs grecs. Il fallait vite s'immerger dans la vraie littérature latine. Alors, sans grande originalité, se voyait proposer avant tout, devinez, Virgile. Virgile, dans le domaine de la poésie, et principalement l'Énéide, et Cicéron, dans celui de la prose, principalement les catilinaires. Mais il pouvait aussi fréquenter d'autres auteurs comme Terence, comme Juvénal, comme Tite-Live, comme Salluste, comme Sénèque et d'autres. Ainsi d'ailleurs que des œuvres anonymes et qui nous ont été connues exclusivement grâce au papyrus, comme l'Alceste de Barcelone, qui est un manuscrit qui fait partie de ce qu'on appelle la bibliothèque Bodmer, un manuscrit du IVe siècle. Alors, il est évidemment a priori impossible d'identifier les exemplaires d'auteurs latins retrouvés en Égypte comme ayant servi à un apprentissage du latin par un hellénophone, à moins que ces exemplaires n'aient comporté une traduction grecque ou des glosses grecques. Eh bien, c'est le cas de ce codex de parchemin qui a été retrouvé à Sainte-Catherine, pense-t-on, du 5e, 6e siècle, qui conserve l'Énéide de Virgile accompagnée d'une traduction grecque. Alors, c'est un palimpseste, donc tout ça est dessous, c'est le texte sous-jacent. Dessus, vous avez un texte en arabe. C'est le cas aussi de ce feuillet d'un codex de papyrus du 4e, 5e siècle qui donne la première catilinaire de Cicéron avec, vous le voyez, une traduction grecque. Catilina, en grec Catilina. Alors, le papyrus que vous avez à l'écran, lui, est un petit peu différent. Il s'agit d'un fragment trouvé à Oxyrhynchos du 5e siècle qui donne le texte de la conjuration de Catilina, de Salluste, où seuls les mots difficiles ont été accompagnés d'une traduction grecque supralinéaire. Vous voyez ici privatim idia. Profanaque ta micra ira. Voilà. Mais les autres mots, omnia, milites, postquam, tout ça n'ont pas été traduits en grec puisqu'il s'agit de mots évidents. Alors, c'est en dehors
des exemplaires annotés, l'étudiant avait aussi recours à des glossaires, surtout quand il s'agissait des poèmes de Virgile. On a trouvé une série de glossaires virgiliens. Si ça vous intéresse, vous avez un article qui n'est pas trop ancien de Fressoua sur la typologie des glossaires virgiliens. Alors tous ces outils pédagogiques n'avaient pas de fonction philologique ou exégétique, contrairement à leur équivalent grec. Ils étaient avant tout destinés à inculquer des rudiments de latin à des hellénophones moins sensibles aux beautés de la culture latine qu'à la nécessité de plus en plus pressante d'apprendre rapidement la langue latine pour des besoins pratiques. Ce qui explique aussi qu'on n'ait pas retrouvé de composition en latin, ni d'exercice de scansion, ni de commentaires de texte. L'objectif que se fixent nos étudiants est de pouvoir être opérationnels le plus vite possible dans leur carrière d'avocat, de fonctionnaire ou de notaire, et non de goûter les fruits d'une culture que l'hellénisme d'ailleurs a toujours traitée avec indifférence, voire mépris, ou en tout cas considérée comme procédant de la sienne. Alors les documents dont j'ai traité jusqu'ici illustrent les premières étapes de l'enseignement, celles qui consistent à inculquer la langue des Romains à des hellénophones. Mais dans le cadre des métiers auxquels ils se formaient, eh bien, ces derniers devaient acquérir des compétences plus spécifiques en rapport avec l'usage technique qui est fait du latin dans l'administration ou dans le domaine du droit à partir de la fin du IIIe siècle et surtout du IVe siècle. Ces apprentissages ont laissé des traces dans les papyrus sous la forme d'exercices ou d'outils pédagogiques spécialisés. Avec Dioclétien, le latin apparaît dans un nouveau type de document, les procès-verbaux d'audience judiciaire devant les gouverneurs des provinces, gouverneurs de province qui subdivisent désormais le territoire égyptien. Alors, leur particularité à ces procès-verbaux réside dans le va-et-vient entre le latin et le grec, ce que les anglo-saxons appellent le code switching. Vous avez un cadre formel. Alors, voilà un exemple avec un papyrus de Leipzig. Vous avez un cadre formel qui est en latin. Autrement dit, la date, alors, elle n'est pas là, c'est juste un extrait, la date, le lieu et toutes les formules qui introduisent les interventions des différentes personnes sont en latin. Je l'ai mis en gras ici. Flavius Leontius Byronia, le Clarissime Praesea, dit. Donc tout ça est en latin, et ensuite son intervention est donnée au style direct en grec. Et à nouveau, et à l'officium, il dit, en latin, frappez-le, en grec. Bon. Donc le cadre formel est en latin. Les paroles du juge sont tantôt en grec, quand il parle à la défense, tantôt en latin, quand il s'adresse à son bureau. Vous voyez que là, quand il ordonne à son bureau de frapper l'accusé ou le témoin, eh bien, il le dit en grec, mais ici, quand il s'adresse à son bureau en disant « arrêtez », il le dit en latin. Donc, il peut utiliser tantôt le latin, tantôt le grec. Mais quand il s'adresse directement à l'accusé ou au témoin, il va utiliser le grec. La sentence sera soit en latin, soit en grec. Voilà, donc vous voyez, ce sont des textes complètement bilingues. L'emploi du latin, en fait, dans ces textes est très révélateur du statut de cette langue. Il apparaît dans ces textes, d'après son emploi formel, comme la langue de l'appareil d'État, et d'après l'usage qui en est fait dans les débats et dans la sentence, comme celle du représentant du pouvoir. Alors, outre le recours au latin, bien, vous voyez, ce qui est caractéristique de ces documents, c'est la première ligne, la première partie de la date, celle qui donne le nom des consuls,
eh bien, cette partie présente une difficulté supplémentaire qui réside dans son écriture, dans sa paléographie. Alors, Jan Olof Tjeder, qui a beaucoup étudié jadis ces écritures, qui est le premier d'ailleurs à avoir réussi à déchiffrer cette écriture, eh bien, l'appelle la grande écriture préliminaire des procès-verbaux. Il s'agit en fait d'une évolution tardive de la cursive romaine ancienne. La cursive romaine ancienne ayant été remplacée dans le cours du IIIe siècle par un autre système graphique avec un ductus différent qu'on appelle la cursive romaine nouvelle ou récente. Mais malgré tout, cette cursive ancienne continue à exister, justement, à être utilisée dans un emploi bien spécifique et notamment dans le début des dates des procès-verbaux. Mais la forme de ces lettres, le ductus, est tellement difficile, tellement presque illisible, que, à cause de l'excès de fioritures, comme vous le voyez, que dans sa nouvelle de 47, dans sa nouvelle 47 de 537, eh bien Justinien, l'empereur Justinien, ordonne d'ajouter sous la date écrite en cursive romaine ancienne, qu'il traite de caractères obscurs et archaïques, asaphe kai archaia grammata, eh bien, il ordonne qu'on ajoute la même date écrite en nouvelle cursive latine, réputée claire, et il nous dit que les lettres communes, que cette cursive utilise des lettres communes et claires pour tous, koina, kai, apassi, saphe. Alors, si on avait recours à cette écriture, c'est qu'elle conférait, en raison de son archaïsme et de sa stylisation fleurie, un caractère solennel au document. C'était sans doute aussi un procédé pour prévenir les falsifications. Après la date consulaire, le jour du mois et le lieu sont en revanche écrites en cursive récente. Vous le voyez, ici, vous voyez que cette écriture est complètement différente de celle-ci. Donc là, vous avez la cursive ancienne, ou qu'on pourrait appeler à cette époque archaïsante, et ici, vous avez la cursive récente ou nouvelle. Alors, il faut donc que quelqu'un qui s'initie à ce type d'écriture maîtrise donc plusieurs types d'écriture latine, dont l'une était particulièrement ardue. Eh bien, c'était justement l'objectif de ce feuillet de papyrus, le papyrus Vorp 11 du 5e siècle, qui donne une correspondance de l'alphabet grec en alphabet latin, et cet alphabet latin est donné ici en cursive nouvelle et ici en cursive ancienne. Vous voyez, donc les lettres sont classées selon l'alphabet grec, mais ce sont des lettres latines, donc en cursive nouvelle, et ici cursive ancienne. Ce feuillet de papyrus était justement à l'usage des fonctionnaires devant se former à l'écriture des procès-verbaux. Alors, vous noterez entre les deux types de cursive les très grandes différences de lettres, notamment le A. Vous voyez que le A en cursive nouvelle ressemble à notre A, alors qu'en cursive ancienne, il est complètement différent. Le B avec sa boucle du côté droit est complètement différent du B en cursive ancienne qui a une boucle au contraire du côté gauche. Et je pourrais multiplier les exemples de différences entre les lettres, surtout A, B, G, C, M, N. Regardez ici le M et le N, et ici c'est extrêmement différent. Le P, le R, le S. Vous constaterez aussi que certaines lettres présentent des espèces de boucles, comme des E renversés. Tout cela est caractéristique de la cursive archaïsante telle qu'on l'utilisait dans
les dates des procès-verbaux, mais aussi dans un autre type de document, qui sont les constitutions impériales, dont l'écriture archaïsante fut longtemps l'apanage, et ce qui lui valut le nom de Literae Caelestes, lettres célestes. Et voici l'exemple d'un rescrit qui a été retrouvé, alors on n'est plus en Égypte, un rescrit retrouvé à Didyme de l'époque de Justinien, rescrit de Justinien, et vous voyez qu'au milieu, eh bien, vous avez l'utilisation de ces Literae Caelestes, de ces lettres célestes, de cette cursive archaïsante, qui est différente de la cursive latine nouvelle que vous avez ici. Et en plus, vous avez du grec. Donc voilà, on a à la fois du latin et du grec, mais le latin lui-même est écrit dans deux types d'écriture. Alors l'usage du latin dans les procès-verbaux d'audience judiciaire est aussi lié au fait qu'il est la langue juridique par excellence. Or, le droit romain, qui s'applique maintenant à tous, depuis la Constitution antoninienne de 212, le droit romain est bien évidemment d'expression latine et sa connaissance est désormais nécessaire pour de nombreux fonctionnaires. Ce statut du latin n'a pas manqué d'avoir eu des influences sur la pratique documentaire, non pas au niveau des chancelleries de gouverneurs, mais plus localement dans les officines notariales, où se rédige la masse d'actes qui régissent les conventions entre particuliers. C'est ainsi que les notaires d'une certaine zone de l'Égypte, qui se trouve entre le delta et la Thébaïde, c'est-à-dire ici, le nome Arsinoïte, le nome Héracléopolite et le nome Oxyrhynchite, eh bien, ces notaires, entre le 5e siècle et le milieu du 7e siècle, ont pris l'habitude d'écrire leur complétion. Souvenez-vous, la complétion, c'est la souscription que le notaire met à la fin de l'acte pour le valider. Eh bien, ils ont pris l'habitude d'écrire leur complétion en la translittérant en lettres latines, quoi qu'elles soient de langue grecque. Alors, voilà un exemple. Voilà un exemple d'une complétion notariale. Voilà ce qui est écrit. Diemu phoibamonos eteliote. Donc, vous voyez que les lettres sont latines, mais en fait, la langue est grecque. Ça correspond à cette phrase en grec, Diemu phoibamonos eteliote, qui veut dire cet acte a été achevé par moi, phoibamon. Phoibamon étant le notaire. Donc, vous voyez qu'on a pris l'habitude de mettre la complétion en lettres latines, quoi qu'elle soit en grec, et parfois, on dédouble la complétion en la mettant à la fois en grec, c'est le cas sur ce papyrus d'Oxyrhynchos, Diemu iustu upodiaconou symbolaiou graphou eteleiote. Cet acte a été achevé par moi, Justus, sous-diacre et notaire, et juste dessous, eh bien, il a écrit la même chose, mais en lettres latines. Alors, on a affaire à un artifice qui est purement graphique, puisque la langue est toujours le grec. Artifice purement graphique qui constitue un des procédés les plus rudimentaires, cherchant à traduire, à un niveau très local, cette conscience du lien consubstantiel entre latin et droit. Alors, restreignant l'usage du latin non pas aux mots, mais aux signes, eh bien, les notaires ont cherché à conférer à leurs modestes instruments un peu de l'aura de cette langue, au moment justement où l'usage du latin commence à s'essouffler en tant que langue de l'État. Et Denis Fessel s'est demandé s'il ne fallait pas y voir une des modalités de cette culture étatique gréco-latine dont l'élément latin est en voie d'extinction et qui prend la forme d'un compromis, nous dit-il, compromis entre l'usage d'insérer dans un texte grec des formules latines, naguère obligatoires, comme dans les procès-verbaux de l'administration depuis la tétrarchie, on a vu ça à l'instant, et l'hellénisation de plus en plus complète des documents orientaux. Alors, en regardant de près ces complétions, on est frappé par une certaine constance dans le rendu de phonèmes grecs. Alors, voici la liste de ces équivalences.
Équivalence qui confine parfois la pure convention, je vous l'ai déjà dit, avec le état qui est rendu par un H en latin. On devait donc s'initier à ces correspondances en suivant des modèles similaires au premier alphabet que nous avons dans le papyrus Vorp 11 que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on devait surtout s'exercer au tracé de cette écriture qu'on ne pratiquait pas naturellement. Nous est parvenu un de ces exercices avec ce papyrus d'Arsinoé du début du 7e siècle. Un apprenti s'est entraîné à la graphie des complétions en recopiant 2 fois la même, Diemu, Petrou, Panoufiou et Séméiot, c'est-à-dire écrit par moi, Pierre, fils de Papnuf, Papnoutios en grec. Il a ensuite enchaîné sur du grec avec un bout de formulaire de reçu et un début de lettre, et vous remarquerez la différence d'écriture entre le latin et le grec, notamment le E rond du latin qui contraste avec le epsilon grec qui est pourvu d'une haste oblique qui monte, qui touche presque la ligne supérieure. Pour maîtriser les graphies de cette lettre homophone, variant selon les types de langue et d'écriture, eh bien, notre apprenti notaire s'y est exercé dans la partie inférieure du feuillet dévolue à des essais de lettres isolées indéfiniment répétées. Donc vous avez une ligne consacrée à la version ronde du E, tandis que les 2 dernières le sont à la version oblique du epsilon. Et ce n'est pas tout. Aux lignes 14-15, il a répété une dizaine de fois une lettre que j'ai grossie ici et que les éditeurs ont interprété comme un sigma pourvu d'un trait vertical supérieur, comme s'il s'agissait du chiffre 200. En fait, il s'agit d'une autre variante du E latin que l'on retrouve dans d'autres complétions en lettres latines, comme vous le voyez ici. Alors, un autre exercice de complétion latine avec ce papyrus de la Bodléienne, où vous retrouvez ici une complétion en latin qui est un pur exercice d'écriture. Alors, jusqu'à présent, il s'est agi d'apprendre à maîtriser l'écriture latine dans des contextes très restreints. Mais certaines professions nécessitaient une connaissance pas seulement de l'écriture et de ses différents styles, mais aussi de la langue des documents. Nous avons vu comment les apprentis latinistes acquéraient les bases du latin et de son vocabulaire à partir de listes, de glossaires, de textes d'auteurs, mais il leur fallait également assimiler le formulaire propre aux documents latins. Et un des types documentaires de base était la lettre. Or, un des rares manuels d'épistolographie qui ait été retrouvé en Égypte est un recueil de modèles de lettres latino-grecques datant de l'époque où le latin commence à s'imposer aux administrations locales. Il s'agit d'un papyrus de Bologne, vous en avez ici juste un extrait à l'écran, qui donne des modèles de lettres, d'abord rédigées en latin, puis traduites en grec selon les types épistolaires et selon leur sujet. Alors, les types épistolaires qui renvoient à ce qu'on appelle en grec les epistolomaioi, caractères, qui ont été classés par les théoriciens de l'épistolographie. Les types épistolaires sont assez généraux. Vous voyez, il est question de lettres de conseil, symboloticae, de lettres de félicitations, suncharisticae, gratulatoriae, mais les sujets abordés à l'intérieur de ces grands types sont beaucoup plus précis et ont tous un rapport avec le droit. Par exemple, vous avez des lettres au sujet de legs peu importants, de exiguis legatis, d'héritage reçu, hereditatum d'acceptarum, libertatis acceptae. Donc, vous voyez, le profil de l'utilisateur de ce manuel est bien celui qu'on attend d'un scholasticos, d'un scholasticus et de fonctionnaires. Ce manuel a donc été conçu pour les aider
dans leur formation ou dans leur travail. Enfin, et surtout, nos apprentis latinistes devaient apprendre le droit romain d'expression fondamentalement latine. Des formations spécialisées étaient à leur disposition, soit à l'étranger, soit en Égypte. Elles passaient notamment par la connaissance des recueils de lois, des commentaires juridiques, dont le nombre d'exemplaires sur papyrus augmente spectaculairement, je vous l'ai montré à travers un graphique à la fin du IIIe siècle. Je n'y insisterai pas. Alors, j'ai essayé de reconstituer les étapes par lesquelles passaient nos apprentis latinistes, les outils qu'ils avaient à leur disposition et les quelques exercices que cet enseignement a laissés, mais il faut reconnaître que la documentation papyrologique nous livre des informations assez évanescentes sur les profils de ces apprentis, sur les conditions concrètes dans lesquelles ils ont suivi cette formation. Les outils qu'ils utilisent peuvent néanmoins, à l'occasion, livrer quelques indices ténus. Ainsi, parmi les livres qui ont servi à l'apprentissage du latin, on relève des exemplaires en parchemin, comme le Codex des Satyres de Juvénal, retrouvé en Tinopolis et datant du VIe siècle. Alors, si par le niveau élémentaire de ces gloses, vous voyez que des gloses marginales, eh bien, ce livre s'apparente à un outil utilisé dans un contexte d'enseignement, son matériau coûteux, le parchemin, et sa réalisation soignée au point qu'on a même pensé que ce manuscrit avait pu être copié à Constantinople, eh bien, le font rentrer dans la catégorie des exemplaires de luxe que l'on ne s'attend pas à voir utilisés dans un enseignement de type classique. Eh bien, cet apparent paradoxe tient précisément à la situation particulière où se retrouvaient les élites administratives obligées de se former en latin. Ce codex a très bien pu appartenir à un membre d'une famille déjà bien introduite dans l'administration, capable de se procurer un exemplaire aussi onéreux pour parfaire son latin. Et vous voyez en quoi les indices formels et matériels peuvent aider à retracer le contexte dans lequel un livre a pu être utilisé. Voilà, je vous remercie.